Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Ultime hommage à l'ancien président au Zimbabwe, les obsèques très politiques de l'ancien chef d'État Robert Mugabe. L'actuel président Emmerson Mnangagwa a salué un grand libérateur. Un niveau d'endettement qui s'élève à 60% en Éthiopie. Le pays doit rembourser 4 milliards de dollars par an pour éviter un risque de surendettement. Le gouvernement a annoncé un défi économique de grande envergure. Et enfin, en Côte d'Ivoire, rencontre avec l'entrepreneur Alex Déni qui met le digital au service des affaires. Avec son pro-logiciel Nzasa qui compte plus de 5000 utilisateurs. Mais tout d'abord, dans l'actualité, c'est un rejet clair de la classe politique de la révolution de 2011 qui pourrait apparaître au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Dans l'attente des résultats officiels, les premiers pointages des institutions de sondage privés donneraient Kais Saïd, un universitaire sans parti politique, avec 19% des voix, et Nabil Karoui, l'homme d'affaires en prison, crédité de 15% des suffrages, faisant peut-être des deux hommes les favoris pour le second tour. Les électeurs tunisiens auraient été moins nombreux que pour le scrutin de 2014, avec un taux de participation avoisinant les 45,02%, soit le taux le plus bas de l'histoire du pays. Jusqu'à présent, l'instance des élections tunisiennes n'a pas donné de chiffres officiels, prévus au plus tard pour le samedi 17 septembre. Un dernier hommage des Zimbabwéens à leur ancien président Robert Mugabe ce dimanche 15 septembre. C'était au stade national de la capitale Harare qu'a commencé l'hommage national. Un hommage qui continuera ce lundi 16 septembre au village natal du défunt Kutama. Décédé le 6 septembre à l'âge de 95 ans, Robert Mugabe reste l'une des dernières figures majeures de la décolonisation du continent, et ce, malgré la forte controverse autour de son régime. Un sujet de Zahra Mohamed Mouchou. Une cérémonie officielle, des drapeaux en berne, le Zimbabwe a rendu un dernier hommage ce 14 septembre à l'ancien président Robert Mugabe. Des funérailles nationales dans le stade d'Harare, la capitale, pour celui qui a dirigé le pays pendant 37 ans. Plusieurs homologues africains et des milliers de partisans, mais aussi l'actuel chef de l'État du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ont salué la mémoire d'un père fondateur. Alors que nous disons au revoir à notre grand héros national et au fils du continent, le Zimbabwe restera toujours aux côtés de l'Afrique et de ce qui est juste. C'est notre hommage à notre grand libérateur, père fondateur, enseignant et investisseur, le regretté camarade Gabriel Mugabe. Plus de 10 dirigeants étrangers, notamment le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président kényan Uhuru Kenyatta ont fait le déplacement. Tous ont souligné les contributions du président Robert Mugabe et son engagement pour la libération nationale. En revanche, à l'extérieur du stade, les éloges étaient rares, illustration que l'héritage du président Robert Mugabe demeure au cœur de la controverse, chose inacceptable pour l'actuelle présidence. Un mensonge lourdement parrainé par un récit rétrograde qui encadre injustement le défunt camarade Mugabe en lui donnant de nombreux adjectifs injustifiés, en le dénigrant systématiquement. L'ex-président Robert Mugabe, écarté il y a 2 ans après un coup de force de l'armée, s'est éteint le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il venait régulièrement se faire soigner. L'ancien chef de l'État, dont les obsèques sont prévues dans 1 mois à Harare, au monument national du Champ des Héros. Toujours dans l'actualité, le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah a convoqué ce dimanche 15 septembre le corps électoral pour l'élection présidentielle. Une élection dont la date a été fixée pour le 12 décembre 2019. C'est durant son discours à la nation, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, que Abdelkader Ben Salah a donné la date du scrutin en procédant à la signature du décret présidentiel pour convoquer officiellement le corps électoral. Il a à cette occasion exhorté les citoyens à la mobilisation et pour faire de ce rendez-vous le point de départ du processus de renouveau de la nation et à œuvrer massivement à la réussite de cette échéance électorale.
Création d'emplois et dynamisation de l'investissement dans plusieurs secteurs économiques en Afrique. Les ambitions liées au commerce intra-africain se multiplient pour un domaine majeur, particulièrement celui de l'agriculture qui contribue à hauteur de 25% au PIB global du continent. Une aubaine pour l'Afrique qui pourrait prendre plus d'ampleur avec la mise en place graduelle de la zone de libre-échange continentale. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Avec une valeur des échanges agricoles intra-africains estimée à 24,4 milliards de dollars en 2017, soit 19% du commerce de marchandises en Afrique, qui était de 128 millions de dollars, le potentiel de développement de l'agriculture sur le continent est énorme. Ce potentiel reste tout de même encore inexploité quand on sait que les produits tels que le coton, le thé, le café ou encore la noix de cajou sont toujours exportés sous forme brute ou semi-transformés. Désormais, il ne s'agira plus de brader la production agricole que nos États essaient donc d'avoir. Il s'agira donc de les transformer, d'industrialiser le sous-secteur primaire, l'agriculture et ses filières connexes telles que le secteur de la viande, le secteur donc de la pêche et le secteur halieutique de façon beaucoup plus globale. Le rééquilibrage des marchés entre les pays d'Afrique de l'Est et ceux de l'Ouest paraît essentiel pour booster le secteur agricole. Plusieurs pays pourraient s'approvisionner chez leurs homologues africains sous réserve d'infrastructures de transport et de la levée des barrières douanières. Deux éléments qui peuvent conduire au développement de la chaîne de valeur agricole régionale. Pour rééquilibrer, il va falloir que chaque pays définisse le mécanisme par lequel il lui faudra d'abord s'autosuffire sur le plan énergétique ou bien coopérer. Que par exemple un pays comme l'Éthiopie qui est en train donc de développer son barrage hydroélectrique puisse mettre de l'énergie électrique à la disposition de ses voisins. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 27% des terres arables du monde se trouvent en Afrique. D'ici 2030, la valeur du marché alimentaire sur le continent devrait atteindre 1 000 milliards de dollars, notamment à cause de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus et de la taille de la classe moyenne. L'Éthiopie doit rembourser 4 milliards de dollars par an pour éviter un risque de surendettement. Avec près de 60% de niveau d'endettement en 2018, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique tire la sonnette d'alarme. Un plan de remboursement qui s'annonce difficile pour cause une production nationale limitée. 6 milliards de dollars d'investissement par an sont nécessaires pour atteindre les objectifs de développement, selon les spécialistes. Marcel Farba-Maroun. Pour atteindre ces objectifs de développement, l'Éthiopie doit rembourser une dette de 4 milliards de dollars par an, d'après le secrétariat exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En 2018, la dette du pays avait atteint près de 60%, exposant l'économie éthiopienne à un risque de surendettement. Si vous continuez à accumuler des dettes comme vous le faites actuellement, vous allez probablement vous endetter au cours des 2 prochaines années. Beaucoup de réformes structurelles que vous avez mises en place n'attireront pas le secteur privé parce que vous ne serez pas un pays solvable. L'Éthiopie aurait rééchelonné 60% des prêts sur 30 ans alors que les remboursements devaient s'effectuer sur 10 ans. En cause, la production limitée du pays ne permet pas de rembourser la dette d'après le gouvernement. 6 milliards de dollars d'investissement par an sont alors nécessaires pour réaliser les objectifs de développement, selon les spécialistes. Ce n'est pas un trop grand risque pour le pays, mais il suffit simplement, à mon sens, maintenant de procéder à un discernement au niveau des types d'endettement. Parce qu'en fait, il y a des endettements à taux concessionnel et des endettements à taux non concessionnel. Et sur les 4 000 milliards remboursés, le taux d'endettement, il se passe quand même que l'Éthiopie a bénéficié des endettements à taux bonifié, ce qui n'est pas à comparer aux endettements à taux commercial qui sont quasi usuraires. L'Éthiopie a entamé un processus d'ouverture de plusieurs secteurs de son économie aux investisseurs étrangers. L'objectif visé par le gouvernement d'Abiy Ahmed est d'obtenir 3 millions d'emplois au cours de l'exercice fiscal 2019-2020 afin de réduire le nombre de chômeurs. Celui-ci est estimé à 11 millions de personnes sur plus de 100 millions d'habitants, soit environ 10% de la population générale. Le Cameroun est le deuxième plus gros bénéficiaire des transferts de fonds des migrants africains, selon le panorama des transferts de fonds dans les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une situation qui fait prendre du recul aux banques face aux prestataires de ces services, considérés comme des clients à haut risque. Les banques jouent tout de même le rôle d'amortisseur social à travers des ressources de financement pour le développement de ce secteur. Un sujet d'Amenedji.
Réticence des banques camerounaises face au transfert de fonds issus des migrants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce manque d'intérêt serait justifié par le poids et l'apport de ces fonds dans le produit intérieur brut du pays, chiffré à seulement 0,9% de contribution sur près de 200 milliards de francs CFA transférés. À partir du moment où vous avez des petits opérateurs de marché qui ont investi sur cette niche-là, elle est moins intéressante pour les banques qui, en Afrique centrale, peuvent se concentrer à leur métier traditionnel, c'est-à-dire garder l'épargne des clients, mais aussi faire des prêts à des taux qui sont des taux plus rémunérateurs pour elles dans leur activité de banque. Du coup, les prises de risque maximales ou alors les investissements sur des métiers tels que les transferts de fonds ne les intéressent plus. Au Cameroun, seuls quelques établissements disposent de leur propre service de transfert de fonds fournis en interne sans l'intervention d'agents externes pour la collecte ou le paiement. Ces mêmes établissements monoprestataires concluent des accords de services franchisés exclusifs avec les sociétés de transfert d'argent. Il y a une exposition pour les banquiers à se lancer dans les transferts de fonds. Et comme la plupart des banques sont des filiales de multinationales, elles craignent aussi de prendre le risque opérationnel que cela représenterait de se retrouver compromis dans des opérations qui seraient des opérations avec des personnes dont on ne maîtrise pas très bien la traçabilité des fonds. Sur la période du 2010-2018, les transferts issus des migrants vers les 11 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont chiffrés à 12,904 milliards de dollars américains, soit près de 7 523 milliards de francs CFA. Après une longue carrière à l'international, Alex Denis se lance dans l'entrepreneuriat en 2009. En multipliant les échecs, il finit par fonder en 2017 Innoving, une entreprise qui veut révolutionner les affaires en Afrique. Grâce à un progiciel nommé Nzasa avec plus de 5000 utilisateurs à son actif, l'entrepreneur veut conquérir le marché sous-régional en 2019. Reportage de notre correspondant Olive Adjakoten. Nzasa est une application de gestion 360 degrés Made in Africa lancée par l'entrepreneur ivoirien Alex Denis. Ce logiciel de gestion intégrée offre 4000 modules aux entreprises pour la comptabilité, la gestion des ressources humaines et bien d'autres domaines. Arrêtons d'utiliser nos smartphones juste pour WhatsApp, Facebook. Mais nous pouvons les utiliser aujourd'hui pour suivre notre business grâce à Nzasa. L'idée pour nous, c'est de permettre de divulguer au maximum cette innovation, de démocratiser le ERP, parce que les outils de gestion intégrée permettent de transformer véritablement une entreprise et de pouvoir maximiser sur le potentiel du business. Madame Hélène Anoma fait partie des 5000 utilisateurs de Nzasa. Elle a souscrit à l'option globale composée notamment de la caisse, la comptabilité et du stock pour mieux contrôler ses activités depuis son smartphone. Au départ, on a eu pas mal de soucis parce que vu que nous, on a tellement de produits, donc il nous arrive d'avoir par exemple des ventes qui n'apparaissent pas. Mais avec le temps, on a réussi quand même à intégrer tout ce qu'il fallait intégrer. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on a 100%, mais on a 99% de satisfaction. L'apport de l'économie numérique à la richesse nationale en Côte d'Ivoire est passé de 6,2% en 2012 à 9% en 2019 selon les autorités ivoiriennes. Ce secteur offre plus de 300 000 emplois directs et indirects. En Côte d'Ivoire, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a jusqu'à minuit ce lundi 16 septembre pour faire appel de l'acquittement prononcé le 15 janvier 2019 en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Rappelons que l'ex-président ivoirien et l'ex-leader des Jeunes Patriotes sont toujours à Bruxelles, placés sous contrôle judiciaire. Ils n'ont jusqu'à présent pas eu l'autorisation de la CPI de quitter la capitale belge. Dans le cas d'un appel, les textes de la Cour ne prévoient aucun délai pour la décision finale, une procédure qui pourrait prendre plusieurs mois. Le jeu politique ivoirien est suspendu à cette décision à l'horizon de l'élection présidentielle prévue en octobre 2020. La décision de la procureure de la CPI déterminera la présence de Laurent Gbagbo aux futures élections du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.